Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné de Sid, comme d'habitude. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Bonjour à tous, bonjour Kira, ça va très bien merci. La semaine s'est bien passée, j'ai pas beaucoup joué mais quand même, je suis sur Alan Wake Remastered. Tu sais, en prévision de la grosse chronique qu'on va faire en fin d'année avec la sortie du 2. Donc ça fait vraiment plaisir de se replonger dans Alan Wake. Dans cet univers, oui. En manga, j'ai lu le tome 6 d'Evangelion, donc qui sort en perfecte édition en 7 tomes. Vraiment, je vous la recommande, c'est édité chez Glénat. Et Evangelion, c'est un grand classique. Le manga est aussi très très bien, il change pas mal de l'animé. Et c'était passionnant, le tome 6, il était exceptionnel. Donc vraiment, très grosse recommandation sur ce manga d'Evangelion. J'ai adoré. Bonne semaine également, donc j'ai continué Final Fantasy que j'ai pas terminé encore. J'ai repris la série Black Mirror, donc je suis sur la dernière saison qui commence très très bien pour le moment. Niveau jeux vidéo, je continue à me plonger dans Midnight Suns, à faire des petits combats de temps en temps. Là, je suis sur le DLC de Storm que je n'avais pas encore fait. Tu le quittes plus. Et j'ai vu un film qui s'appelle Willy's Wonderland en fait avec Nicolas Cage. Donc objectivement, c'est un nanar. Par contre, c'est un peu une adaptation non officielle de Five Nights Freddy en fait, qui est un jeu de survie horreur qui est très plébiscité actuellement, et ça m'a beaucoup fait rigoler du coup. Voilà, c'est loin d'être le film de l'année, mais j'ai passé un bon moment. Sympa. Au niveau du sommaire, alors je sais que c'est une émission qui te tient à cœur aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale, donc vas-y, explique-nous tout. Émission pour me faire plaisir aujourd'hui. Non, c'est vrai que c'est les vacances, c'est la période estivale, il y a un peu moins de news, donc on s'accorde pour la sortie de Final Fantasy XVI, qui a déjà un petit peu quelques semaines, une émission spéciale. En plus, c'est pour une fois qu'on est tous les deux sur le même jeu, parce que souvent les jeux qu'on propose en chronique, on fait pas les mêmes pour pouvoir varier. Donc là, on fait tous les deux le jeu. J'ai fini Final Fantasy XVI, toi t'es un petit peu avancé sur le jeu, donc ça nous permettra d'en parler plus en détail. Donc on va vraiment faire un gros focus sur Final Fantasy XVI avec tous les aspects du jeu. Alors bien sûr, ce test est 100% garanti sans spoil. Et à la fin, on aura quand même un sujet hors sujet, mais qui reste sur le thème de Final Fantasy, quelque chose que tu apprécies, Kira. Donc on peut dire que c'est c'est une émission à thème sur Final Fantasy. On lance le générique et tu attaques. Générique. Avant d'attaquer sur Final Fantasy XVI, deux petites anecdotes quand même sur la grande licence Final Fantasy. Savais-tu, et c'est un peu une news finalement cachée dans la chronique, Square Enix a annoncé il y a peu de temps le nombre de ventes sur la saga entière Final Fantasy, et ils ont atteint 180 millions de ventes sur tous les Final Fantasy confondus. C'est quand même plutôt beau gosse, je sais pas ce que t'en penses. C'est quand même beau, tout à fait. On sent que c'est une licence qui a une forte aura et une grosse puissance de frappe. Mais même pas dans le top 10, ils sont 11e du classement. Est-ce que t'as une idée de ce qui peut se passer entre la première et la 10e place ? Qui peut y avoir à ton avis ? Déjà on va retrouver Call of Duty, c'est sûr. Ouais, 4e place, bravo. Il y a FIFA, je pense. 6e place, tout à fait, 300 millions. Madden, peut-être. Non. Madden, 15e place. Ouais, 15e place, 130 millions. Pas mal quand même. Dans les premières places, World of Warcraft ? Non. Un petit plombier moustachu en première place. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que Nintendo, ils sont tellement sur notre planète qu'on n'y pense pas. Mais oui, du coup, on va retrouver forcément Mario, du coup. Reste sur Nintendo. Ouais. Mario, Pokémon. Il y a Pokémon, Tetris, enfin bref, Minecraft, les Sims. Et aussi en 10e position, c'est marrant, c'est tous les jeux Wii. Tu sais, les déclinaisons Wii Sport, Wii Échec, il y a eu plein de déclinaisons. Qui était fourni avec la console à l'époque, souvent. Et cette saga, deuxième petite anecdote, a failli ne pas s'appeler Final Fantasy. Au début, Hironobu Sakaguchi voulait, déjà de base, il voulait un nom de saga qui s'appelle FF, parce que c'était facile, je pense. C'est vrai que tout le monde dit c'est quoi ton FF préféré, par exemple. Enfin bref, c'est rentré dans les mœurs. Et il voulait à la base que ça s'appelle Fighting Fantasy, mais pour des questions de droit et tout. À contre-cœur, il a appelé ça Final Fantasy. Mais je trouve que, Final Fantasy, ça appelle tout de suite à l'aventure, et c'est vrai que le nom, franchement, je suis complètement fan. Mais après, c'est parce que aussi, il y a tous les jeux qui portent ce nom-là, sur lequel on a un affect, bien sûr, mais en tout cas,
ça a failli ne pas s'appeler Final Fantasy, tu te rends compte? Oui, puis en plus, en fait, pourquoi ils utilisaient le terme fantasy? Bon, parce que déjà, c'était dans le lore de l'histoire, mais ils voulaient également que ça soit un nom qui parle et qui était à la mode à l'époque. Et c'est vrai que quand les Final Fantasy sont sortis, c'était la grande période des donjons et dragons, donc d'Heroic Fantasy, et donc c'était l'occasion aussi pour eux de surfer un petit peu sur cette vague, ce qui était cool. Mais c'est vrai que Fighting Fantasy, c'est pas avec le recul, je pense qu'ils ont fait le bon choix. Ça fait moins rêver. Ça fait moins rêver. Ouais. Et c'est quoi ton background, toi, sur Final Fantasy, Kira? Je sais que t'es moins fan que moi, mais il y a des épisodes que t'as adorés. Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs qu'est-ce que ça représente pour toi, Final Fantasy? Alors en fait, moi j'ai loupé le coche Final Fantasy très tôt. Pourquoi? Parce que quand à l'époque j'avais une PlayStation et qu'on m'avait prêté Final Fantasy VII, la même semaine j'avais eu un certain Metal Gear Solid. Ce jeu m'a tellement retourné le cerveau que du coup j'ai très peu joué à Final Fantasy VII. Pourquoi? Car quand tu passes de Super Mario à Metal Gear, tous les autres jeux te paraissent quand même beaucoup plus fades à côté. Et déjà à l'époque j'étais relou parce que j'avais un problème avec le chara-design du héros. Donc c'était compliqué, le gars en violet avec ses mèches blondes là comme ça, donc c'est vrai que c'était pour des raisons de jouabilité que le personnage était violet avec des cheveux blonds, c'était pour qu'il puisse ressortir de l'environnement 2D précalculé. C'est vrai, c'était une question technique. A contrario, mon vrai premier Final Fantasy que j'ai fait à l'époque, c'était Final Fantasy VIII, que j'avais beaucoup, pour le coup, plus apprécié dans le sens où les personnages étaient plus réalistes. Et j'y avais vu quelque chose de plus mature, et surtout les Gunblade à l'époque m'avaient fait rêver, mais comme jamais. Ouais, c'est vrai. Et c'est vraiment ma porte d'entrée dans Final Fantasy. Ensuite, j'avais fait Final Fantasy IX, que j'ai adoré, et que j'ai pas refait depuis, mais j'en ai d'excellents souvenirs. J'ai occulté toute la saga Final Fantasy X, encore une fois, personnage principal, juste pas possible. Et à la sortie de Final Fantasy XIII, je m'y étais pas intéressé, tout simplement. J'ai vraiment recommencé à jouer à Final Fantasy avec Final Fantasy XIV, et en MMO avec toi d'ailleurs, on avait fait pas mal de parties à l'époque, et Final Fantasy XV également, qui m'avait beaucoup plu. Donc moi je suis pas un vieux de la vieille de Final Fantasy, j'ai des préférences dans les jeux que j'ai testé, des préférences qui vont un petit peu à l'encontre de ce que les gens plébiscite, on va dire. Mais voilà, je suis pas un puriste, je ne suis pas un grand fan, et surtout il y a énormément de choses dans le lore qui reviennent entre les Final Fantasy qui me passent totalement à côté en fait, à part certains gros classiques comme des chocobos quand même. Voilà, le chocobo aussi, des primordiaux, ça ok, mais sinon voilà, c'est pas du tout je suis plus un néophyte qu'autre chose. Bon bah moi, est-ce que voilà, mon pseudo c'est Sid, donc évidemment si je l'ai choisi c'est parce que j'ai un attachement tout particulier avec cette saga. C'est sans conteste pour ma part la saga que j'ai le plus joué dans ma vie, sachant que mon premier jeu ça a été le 8 quand même, alors que je suis passé complètement à côté du 7. J'ai commencé par le 8, donc forcément le premier Final Fantasy qu'on fait souvent, y a un attachement tout particulier. Comme toi, les Gunblade, ça je trouvais le concept génial. Les GeForce, donc les invocations dans Final Fantasy 8, le fait de pouvoir aussi voler les magies, etc. Enfin bref, j'avais beaucoup aimé cet épisode et je le fais presque tous les ans. Sinon j'ai fait tous les épisodes, donc je vais pas les décrire tous, mais j'adore Final Fantasy 6 qui est absolument incroyable dans les épisodes en 2D. Final Fantasy 14 comme toi j'adore et j'y ai passé des centaines et des centaines d'heures. Le 13 aussi un peu mal aimé, moi il m'a subjugué à la sortie, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Lightning, je trouve que c'est le perso est hyper attachant, bien qu'un peu froid au premier abord. Tu vois, je les aime tellement tous les Final Fantasy que j'aurais du mal à tous les décrire. Le 12 aussi, tu sais Kira, le 12 c'est aussi un des épisodes un peu mal aimés que beaucoup de gens sont passés à côté, alors que le lore il est ouf. Ivalice c'est génial, Gabrand, un système de combat plus dynamique. Ils étaient déjà en train d'innover, et c'est ça que j'aime aussi dans Final Fantasy, c'est que tous les épisodes ont un peu leur particularité, à chaque fois ils essaient d'innover, y compris sur le gameplay. Donc on le verra aussi sur Final Fantasy XVI, c'est un gameplay qui évolue beaucoup. On a eu le 7 remake aussi que j'ai fait il y a pas longtemps, que tu vas bientôt attaquer, je crois, mon cher Kira. Juste après le 16. Tous les épisodes spin-off qui sont très bien. Il y en a juste un que j'ai pas fait. World of Final Fantasy, on me dit de le faire. J'ai un ami qui me tanne pour le faire parce qu'a priori il est très très bien. Mais je suis toujours sur Final Bar, tu sais, le jeu de rythme que j'ai fait en chronique en début d'année et que j'adore. Enfin bref, pour moi c'est un univers qui est que je le dis toujours, qui appelle à l'aventure, et j'ai toujours été très 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 grand fan des Final Fantasy.
Ce pourquoi je me suis collé à la chronique de Final Fantasy XVI. Mon cher Kira, voilà, je me suis sacrifié pour le podcast. Disons que je n'ai pas eu le choix. Non, sur ce coup-là, t'avais pas le choix. Mais quand il y a un jeu Metal Gear qui va sortir, pareil, j'y touche pas, on est d'accord. Metal Gear, c'est tout pour toi. Donc Final Fantasy XVI, et j'ai nommé ma critique entre amour et désamour. Parce que moi, évidemment, j'ai beaucoup d'amour pour cette saga et pour le jeu, vous le verrez. Mais il y a aussi des petits points forcément qui déplaisent. Donc on va décrypter tout ça ensemble. Donc la présentation, rapidement, le jeu est sorti le 22 juin 2023. Exclu PS5, édité et développé par Square Enix. Et à la production, on a Yoshida ou Yoshipi, qui est connu aussi sous ce pseudo, qui a fait Final Fantasy XIV, entre autres, l'excellent Final Fantasy XIV. Et à la musique, on a Soken, enfin en partie parce qu'il a composé d'autres morceaux avec certains autres musiciens, mais en tout cas on lui attribue la bande originale de Final Fantasy XVI. Donc Kira, comme on a un peu plus de temps dans cet épisode, je vais décrire un peu plus le lore que d'habitude. Lore qui tous les deux, en tout cas, quand les premières bandes annonces sont arrivées, c'est tout de suite ce qui nous a un petit peu marqué et fait envie. Toi comme moi, je crois, sur la partie design et lore. Exactement, c'est ce qui m'a emballé. Pour la première fois dans un Final Fantasy, en fait, j'avais pas l'impression d'avoir un jeu avec des personnages trop typés japonais. Moi, mon problème que j'avais avec la plupart des épisodes de Final Fantasy, c'est que j'avais l'impression de jouer des chanteurs de J-pop ou des chanteuses de J-pop. Et c'est vrai que la première fois que j'ai vu des images et du gameplay de Final Fantasy XVI avec une patine plus occidentale, j'ai eu moins cette sensation et je me suis senti tout de suite beaucoup plus attiré. Tout à fait, c'est un peu plus occidental, les références sont tout à fait assumées, hein, donc Game of Thrones entre autres, hein, pour citer que cette référence. Et donc, Final Fantasy XVI nous plonge dans le monde de Valisthea, un continent qui est divisé en deux parties. Donc, continent de l'ouest qui s'appelle le Vert Ponant et le continent de l'est qui s'appelle le Gris Levant. Donc je donne bien les noms parce que je trouve les traductions et le choix des noms extrêmement bien trouvés. Pareil, ça fait très typé Heroic Fantasy, donc c'est très 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 cool. Et dans ce monde, le monde est régi par l'éther, donc un peu comme dans tous les Final Fantasy, une source de magie qui se manifeste sur ce continent par des cristaux mers complètement titanesques et magnifiques qui sortent de terre comme ça. Pour les citer, parce que pareil aussi j'adore les noms, on a Souffle Drac qui est dans le duché de Rosalia. Donc Rosalia, c'est le royaume de notre héros Clive. Un royaume d'ailleurs qui se fight un petit peu avec le royaume de fer qui lui aussi a des vues sur le cristal de Souffle Drac. Ensuite, il y a Chef Drac, c'est le cristal de Sombrec. Ça, c'est plus une faction vraiment militaire, un grand empire très riche, prospère, sur lequel tout le monde est un petit peu en sécurité. Enfin, c'est le grand empire de ce continent. Ensuite, il y a Eshin Drac, la nation qui est la seule qui est à l'est, dans le Gris Levant. C'est la nation de Valeud. Ensuite, il y a Crodrac, donc c'est plus la partie orientale. D'ailleurs, c'est la partie dans laquelle tu es, je crois, en ce moment. Je suis en plein dedans, tout à fait. Voilà, exactement. Dans la Dalmékie, donc plus orientale, grand désert, une cité qui vit beaucoup du commerce, très riche. Et enfin, il y a Kodrak au centre du continent, un petit peu la terre neutre du. C'est la Suisse, quoi. Voilà, exactement. Amis suisses, bonjour. Exactement, amis suisses, on vous salue. Donc c'est dans le dominion du cristal, vraiment au centre du monde. Et donc chaque nation ou presque, hein, dispose d'un émissaire. Donc l'émissaire, c'est un concept très central dans le lore de Final Fantasy XVI, où c'est une personne qui est un petit peu bénie des dieux, qui a hérité du pouvoir des primordiaux, donc Ramu, Shiva, Titan, etc. Et il peut en plus d'avoir ses pouvoirs, il peut se transformer en ce primordial et ça donnera, on le verra, lieu à des combats dantesques. Et Clive, notre héros, est gardien de l'émissaire du Phénix, qui est son petit frère. Donc lui, il n'est pas émissaire, mais il est le gardien de l'émissaire de Rosalia. Et il dédie sa vie à son frère, évidemment, à sa protection et aussi à défendre le peuple et les pourvoyeurs. Donc les pourvoyeurs, c'est aussi un élément central dans le lore où c'est des personnes qui peuvent utiliser la magie sans les cristaux, parce qu'en fait finalement les gros cristaux mers que j'ai expliqué, ils sont fragmentés en plein de petits cristaux qui permettent tout à chacun d'utiliser la magie, parce que sinon personne n'a de magie, sauf les pourvoyeurs qui eux en sont dotés dès leur naissance avec de pouvoirs relatifs, mais ils ont des pouvoirs magiques et ça apporte beaucoup de jalousie, de crainte,
ils sont tatoués sur le visage, ils sont un peu Ils sont réduits en esclavage. mis en esclavage. Il y a toute cette réflexion autour de l'esclavage qui est très très intéressante. Donc un lore pour ma part que j'ai trouvé vraiment passionnant, qui attire, plus mature, c'est vrai, on le dit beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup, Kira, c'est que ce lore, et je crois que toi aussi tu me diras, c'est un des points positifs, mais il est toujours très accessible aux joueurs, à tel point que ils ont même mis une base de connaissances à disposition à tout moment. On clique sur le pavé tactile dès qu'il y a une cinématique pour avoir accès à toutes les informations relatives à ce lore. Comme ça, même si on fait une pause un peu longue sur le jeu, on a accès aux informations très rapidement. Et ça, je crois que comme moi, c'est quelque chose que tu as beaucoup apprécié, ça. Exactement. C'est un des gros points forts pour l'accessibilité du jeu, c'est cette base de connaissances, cette encyclopédie qui a été intégrée directement dans le menu du jeu, en fait, mais comme tu dis, sur une simple pression du pavé tactile pendant quelques secondes, nous permet de voir des petites bulles avec les lieux, les personnages pendant la cinématique, par exemple, ou pendant la scène, nous expliquer où en est ce personnage à ce moment-là de l'histoire, et ce qui nous permet justement de se dire, bon tiens, c'est vrai, celui-ci, j'ai un peu de doute, ou peut-être que je l'ai confondu avec un autre, par exemple. C'est un peu le même principe que quand on va sur Prime Video. Je sais pas si tu as essayé sur Prime Video, quand tu appuies sur pause, t'as tout le casting qui apparaît avec les acteurs, ce qu'ils ont fait, et c'est marrant, et c'est un peu le même principe version jeu vidéo, et j'espère que ce genre d'initiative sera réutilisé pour d'autres types de jeux, car pour un MMO par exemple, ça serait top, quoi. Et pour les RPG, je trouve que c'est très très frais comme feature. Hyper pertinent, je suis d'accord. En plus de cette fonctionnalité, ils ont intégré des personnages dans le jeu, donc je vais pas spoiler. Leur seul intérêt à ces PNJ, c'est d'expliquer le lore, d'accéder à des bases de connaissances la plus complète, un petit peu la géopolitique aussi du monde. Donc je vous laisse découvrir ça, mais en tout cas, il y a eu un très gros effort des développeurs qui a été fait, et tu as dit le mot que j'ai mis en gras dans mes notes, pour l'accessibilité, un lore bien fourni, parce que Game of Thrones aussi, c'est un lore qui est très fourni avec plein de personnages. Là, il y a beaucoup de personnages aussi dans le jeu. Ils devraient faire pareil dans les menus pause de la série. C'est clair. Et là, ils ont vraiment tenu à ce que le lore soit toujours accessible à tous, au plus grand nombre, à même ceux qui ont un petit peu moins de mémoire. Donc j'apprécie beaucoup cet aspect d'accessibilité qu'ils ont mis en place. Et pour finir sur la partie lore, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'il y a des sujets très diverses qui seront traitées, la politique, des éléments un peu plus idéologiques, philosophiques, il y a des batailles militaires, il y a tout cet aspect autour de l'esclavage qui est abordé, et des personnages secondaires que moi j'ai trouvé extrêmement bien, y compris les personnages féminins que certains ont un peu décriés. Moi je les trouve vraiment bien écrits. J'adore Jill, j'adore aussi le personnage de Sid, évidemment, qui est je pense le meilleur personnage de tout Final Fantasy XVI. Il y a aussi Gab, qui est un très très bon personnage. Donc en termes de lore, ils ont mis vraiment les petits plats dans les grands. Un petit quand même détail qui moi m'a gêné, c'est plus en termes de bestiaire. J'ai trouvé que au fur et à mesure du temps, le bestiaire se renouvelait assez peu, et ça m'a cassé un petit peu l'immersion dans ce lore qui pourtant est vraiment exceptionnel. On a un gros point fort sur ce jeu, et je pense que là du coup, Kira, on est d'accord, c'est tous les deux, on partage ce point fort. Alors là-dessus je suis d'accord, et pour te dire, pour moi c'est même son plus gros point fort. Moi qui suis très attaché au lore, à la diégèse du jeu, ce qu'on me présente, ce qu'on me fait vivre, en fait, j'ai vraiment cette sensation d'être dans un monde à part entière, un monde qui a été travaillé sur tous ses aspects, et avec des personnages à la fois charismatiques, certains sont drôles, certains sont très intéressants, profonds, parce qu'ils sont dramatiques. Je te rejoins aussi sur le fait que beaucoup de personnes ont décrié certains personnages féminins, mais j'ai remarqué que plus on avançait dans le jeu, plus ces personnages étaient développés, en fait, et surtout étaient bien développés. Oui, et c'est ça qui est important, c'est pas juste la fille qui est là pour faire joli, par exemple, ou parce que c'est la méchante, voilà. Non, il y a vraiment quelque chose derrière. On va se retrouver avec du drame pour beaucoup de personnages, et ces personnages ont le mérite non seulement d'exister, mais même de voler la vedette au personnage principal à beaucoup de moments, en fait. Donc, encore une fois, j'ai pas fini le jeu, mais de ce que j'en ai vu, en fait, j'ai vraiment quelque chose de travaillé, de profond et de respectueux. Et ça, là-dessus, c'est ce qui me plaît vraiment dans ce jeu, car, bon, toi, je sais que nous, on est assez différents là-dessus, c'est que toi, t'es plus de
la team gameplay et moi je suis plus de la team lore, univers, ambiance. Et là-dessus, c'est vraiment tout ce que je recherche en fait. Ce jeu a un côté, saisissant, et on est vraiment happé par le jeu en fait. Quand on commence à y jouer, on s'arrête pas. C'est l'avantage du jeu, c'est qu'on a envie d'en savoir plus, mais même au-delà de ça, on a envie de vivre dans cet univers. On a envie de se balader, s'arrêter, regarder. Tu m'as expliqué comment accéder au mode photo, parce que je l'avais pas trouvé au début. J'ai fait tellement de screens que c'est indécent en fait. Donc voilà, c'est ce que je recherche dans un jeu. Donc c'est à la limite, c'est même pas pour savoir ce qui va se passer, c'est juste pour pouvoir avoir cette sensation de participer à cet univers. Et ça, très peu de jeux arrivent à le faire. Encore moins des sagas qui sont aussi longues que Final Fantasy, et surtout, ça reste quand même une saga qui se renouvelle à chaque épisode. Et là-dessus, ils ont frappé un très très grand coup, en fait. Ils ont récupéré à droite à gauche des influences. Donc on parlait de Game of Thrones par exemple, on va retrouver d'autres types d'influences, on va retrouver de l'Attaque des Titans, du Évangélion par exemple, mais ils ont pris des références de façon subtile, on les reconnaît mais c'est pas mis là comme ça, genre en mode vous avez vu, il y a ça, ouais, non. C'est expliqué, c'est volontaire, et surtout c'est totalement justifié dans le background en fait. Et ça là-dessus, c'est pour moi vraiment le plus gros point fort du jeu. Je suis vraiment de ton avis, ils ont pris des références mais ils se les sont appropriées, et ça dégouline pas de fan service pour d'autres clins d'œil à d'autres références. C'est vrai qu'ils se les ont bien appropriées. Mais sujet qui va être un peu plus, enfin qui divise, ça c'est vrai, on va parler là du gameplay. Donc c'est un gameplay qui va diviser, c'est certain, parce que déjà Yoshida l'a dit, le producteur du jeu, il ne veut pas que son jeu soit un JRPG. Pourtant, Final Fantasy, c'est du JRPG. Et donc, il le revendique, il le dit, il a même fait un outil marketing. Ce n'est pas un JRPG classique, il n'y a pas de tour par tour. On est vraiment sur notre héros, Clive, c'est le seul personnage que l'on dirige, d'ailleurs. Ça, c'est un des petits griefs que j'ai, parce que moi j'aime bien jouer plusieurs personnages, mais c'est pas grave, ils ont fait ce choix-là. On joue un seul personnage qui a une seule arme, en plus il a son épée, donc vraiment on réduit un maximum, on épure le gameplay un maximum. Les possibilités, oui. Avec, on l'a vu au travers des bandes annonces, et des trailers, et certainement vous l'avez tous vu au travers des tests qui sont arrivés. On est plus sur un jeu en beat'em up, donc comme un Devil May Cry, un Bayonetta, en moins technique évidemment, parce qu'il y a toujours cette notion d'accessibilité. Donc on va donner des coups d'épée, on va esquiver, on peut sauter et déclencher des pouvoirs. C'est à peu près la seule chose que l'on fait dans le gameplay. Donc au premier abord, ça peut paraître très bourrin, et ce sera un sentiment qui est légitime au début. Ça se peaufine et ça s'affine avec le temps, heureusement. Surtout au travers des pouvoirs magiques. Donc je vais essayer là de le moins spoiler possible. Donc c'est... en fait, on a différents éléments de magie que l'on débloque avec le temps. Donc le feu, par exemple, la foudre, le vent, etc. Et on aura... plus le temps passe, plus on pourra... passer d'un élément à l'autre au sein même d'un même combo, d'ailleurs d'un même combat. Avec la gâchette, on a trois gros pouvoirs, 3 groupes de pouvoirs que l'on pourra avoir toujours sur soi. Et après, chaque pouvoir a sa déclinaison en une attaque spéciale, une attaque un peu moins forte, et enfin bref. Donc ça gravite beaucoup autour de ce système de magie qui, encore une fois, comme je dis, avec le temps, permet des combos. En fin de jeu, on peut faire vraiment des combinaisons de pouvoirs qui sont complètement hallucinantes, parce qu'il y a 8 grosses ferriers, en fait, 8 éléments, si je puis dire, dans lesquels on va débloquer des compétences, et aussi on va les améliorer à chaque combat. On débloque des points de compétences qui nous permettent de faire évoluer notre magie. Donc c'est un système de jeu qui, au premier abord, encore une fois, paraît très bourrin. Il est simple d'utilisation, on peut faire des combinaisons assez faciles, mais avec le temps, vraiment, on peut faire des combinaisons qui sont vraiment assez dingues. Mais par contre, le vrai défaut pour moi de ce gameplay, c'est qu'il n'y a rien d'incitatif à modifier ses compétences. Le jeu nous challenge jamais vraiment à sortir de notre zone de confort. Donc je pense que certains joueurs vont avoir un petit combo qu'ils aiment bien maîtriser avec une petite combinaison de pouvoirs, et vont pas forcément aller chercher par curiosité les nouveaux qu'ils débloquent, parce qu'ils sont dans une certaine zone de confort. Et c'est là où je trouve que le jeu échoue. En tout cas, la partie gameplay, il y a un échec là-dessus, c'est qu'il n'y a pas assez d'incitation pour le joueur à faire des mix, tester de nouvelles choses, alors que pourtant,
il y a quelque chose qui est essentiel, c'est que tous les points de compétence qu'on va investir dans les différentes magies sont réinitialisables à tout moment. Donc nos points, si on les investit, on peut les renlever sans rien perdre. Donc pourtant, il y a ce côté, tu vois, incitatif, mais dans le gameplay, par exemple, les ennemis n'ont pas de faiblesse au feu ou à la glace. Bref, des choses qui nous donneraient envie de tester d'autres pouvoirs, ça il n'y a pas. Donc le seul conseil que je peux donner, si vous n'avez pas encore fait Final Fantasy XVI, forcez-vous à tester tous les nouveaux pouvoirs que vous découvrez, à les mixer entre eux, parce que là vous allez accéder à vraiment une très très grande richesse de gameplay et vous pourriez complètement passer à côté. Est-ce que ça t'a fait, t'es moins avancé, t'as pas peut-être énormément de pouvoir, mais comment tu te positionnes toi déjà en début de jeu par rapport à la partie gameplay? Alors moi pour le coup je suis pas du tout d'accord. Je suis pas d'accord tout simplement parce que, alors déjà je vais revenir sur le fait de jouer qu'un seul personnage. Moi ça me fait plaisir. Je m'attache davantage à mon personnage, le Clive que je vais jouer, c'est vraiment l'extension de ma manette, de mon être à moi. Et le fait de switcher de personnage dans un JRPG, c'est toujours quelque chose qui m'a gonflé, parce qu'on se retrouve toujours avec un perso qu'on n'a pas spécialement envie de jouer, ou un personnage effectivement qu'on peut trouver moche, c'est toujours plus ou moins emmerdant. Là, le fait d'avoir un seul personnage, d'évoluer avec ce personnage-là, de grandir avec lui, on se sent beaucoup plus investi par sa mission. Et encore une fois, quand on arrive sur une quête secondaire, qu'une personne nous demande de lui donner un coup de main, même pour un truc futile, quand on apprend à connaître ce personnage, en fait, de façon roleplay, on se dit oui, c'est logique, je vais faire ça. Même si c'est complètement nul, je vais le faire parce que ce personnage est foncièrement gentil. Ouais. À côté de ça, quand j'avance dans le jeu, donc c'est vrai que Yoshida disait que c'était pas un JRPG, je suis à la fois d'accord, à la fois pas d'accord. C'est pas un JRPG dans le sens traditionnel du terme. On va pas se retrouver dans un JRPG, comme tu le disais, au tour par tour, à l'ancienne, avec 1 milliard de combinaisons possibles de pouvoirs ou quoi. Ça va être très simplifié. Voilà, ça va être vraiment plus light, c'est vrai, pour des raisons d'accessibilité encore. C'est le Final Fantasy de l'accessibilité quand même. Oui, clairement, je l'ai mis, ouais, tout à fait. Pour des raisons d'accessibilité, mais ça n'empêche que on retrouve quand même les codes du JRPG dans sa narration déjà, dans sa façon d'expliquer l'aventure avec un grand A, en fait, ce que j'ai ressenti sur cette première moitié de jeu, et surtout dans la partie gameplay. C'est vrai que souvent, moi, dans les JRPG, le gameplay tour par tour, c'est sympa, mais quand on arrive sur 250 monstres aléatoires qui pop comme ça en tour par tour, c'est tout de suite un peu relou en fait. On se retrouve à soupirer du nez, tu vois, en mode encore un combat, j'ai pas pu l'éviter celui-là. Là du coup, on se retrouve avec des combats qui sont plus dynamiques, certes, donc plus fun à jouer, même s'il y a moins de combinaisons de touches, mais en fait ce qu'on va perdre en technicité, en fait, en testant différents pouvoirs, on va surtout faire des pouvoirs pour la beauté du pouvoir. Le pouvoir que j'utilise beaucoup, c'est un pouvoir de flamme. Quand je l'utilise, en fait, pourquoi ? Parce qu'il est esthétique et il est beau. Ouais, et j'ai mis énormément de points de compétences dans, je crois, si tu vois celui que je parle, il est très joli. Et en fait, le fait d'avoir mis beaucoup de points de compétences dans ce pouvoir pour qu'il se recharge plus vite et tout, c'est juste parce qu'il est tellement classe à regarder que ça en est jouissif. Donc c'est une autre manière d'appréhender le gameplay. Alors, gameplay, ouais, c'est intéressant. Voilà, on n'est pas sur un gameplay à la Bayonetta, ça c'est clair, ni sur un Devil May Cry, mais c'est vrai que de base c'est pas mon délire, moi, ce genre de gameplay très frénétique, tu vois, où faut pas faire une parade à la frame près, tout en lochant l'ennemi en l'air et en se téléportant dans tous les sens et tout. Là on se retrouve sur un côté un peu hybride, c'est-à-dire on a quelque chose de dynamique et de fluide, mais à la fois, encore une fois, accessible et surtout cohérent avec son personnage. Faisons un petit focus sur la partie, on parle du gameplay, sur la partie primordiaux. Donc moi franchement les combats de primordiaux, donc vous l'avez certainement vu dans les bandes annonces, mais c'est deux primordiaux du coup qui s'affrontent. Imaginez Titan contre Ramu par exemple, j'ai dit au hasard pour évidemment rien spoiler. Moi j'ai vraiment eu l'impression de vivre ma première simulation, mon premier jeu de Kaiju, donc Kaiju combat de monstres, comme Godzilla. Je vous renvoie d'ailleurs à ma chronique sur Godzilla si vous en voulez plus sur les Kaiju. Clin d'œil. Mais cette simulation de Kaiju, j'ai adoré. Donc faisons un petit focus là-dessus. Ça a été en plus un gros élément marketing, là encore, parce que c'est ultra tape à l'œil. Ça fait partie de l'identité de ce Final Fantasy XVI, et en plus c'est ce qui a toujours fait un petit peu fantasmer tout le monde, les invocations, donc primordiaux, appelons ça comme dans GeForce, il y a plein de noms différents, mais ces grandes icônes de Final Fantasy qu'on connaît, Ramu, Shiva, Titan, Phoenix, etc. Et sachant que dans tous les Final Fantasy, ils ont essayé un petit peu de renouveler cette partie expérience sur les invocations. Dans le 8, on se rappelle des GeForce qu'on pouvait booster pendant les
pendant les cinématiques. Dans le 10 et le 12, les invocations restaient sur le champ de bataille. Dans le 13 et le 15, c'était plus des invocations qui étaient conditionnées à un événement ou à un statut particulier, qui étaient moins lançables manuellement. Et là, on est à la quintessence du concept puisqu'on incarne complètement ces invocations. Donc j'ai l'impression qu'ils répondent quand même à un gros fantasme de fans des Final Fantasy qui a toujours existé, en tout cas par exemple chez moi. Et ça se matérialise en des moments très spectaculaires. Vraiment, c'est du versus fighting entre deux gros monstres avec des barres de vie à la Tekken en haut à droite et en haut à gauche, c'est rigolo. On a un vrai sentiment de gigantisme, sachant que le gameplay, lui, reste encore une fois très très simple, assez basique. Il évolue encore un petit peu avec le temps, évidemment, mais c'est dans son plus simple appareil, c'est très très brut de pomme. Tout l'accent est mis, en plus il y a des petites QTE qui sont plutôt assez satisfaisantes, parce que quand on réalise une QTE, il se passe quelque chose d'extrêmement beau. Mais c'est pas pour le souci gameplay, ça rejoint plus finalement ce que tu disais, que t'appréciais la beauté des animations ou des sorts ou des pouvoirs. Là, j'ai absolument adoré ces scènes-là, mais quasiment toutes, à part une qui était un petit peu en dessous, mais toutes, parce que c'est complètement spectaculaire. C'est des scènes qui restent gravées. Et quand on a fini le jeu, je suis certain que beaucoup se souviendront quasiment exclusivement de ça en termes de gameplay, parce que c'est des scènes quand même assez folles. Toi, t'en as vécu déjà quelques-unes, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors sur toutes celles que j'ai fait, c'est vrai que ce sont des scènes qui vont marquer, qui m'ont beaucoup plu, qui sont très impactantes dans leur déroulé. C'est des scènes parfois un peu simples à jouer, comme tu disais, avec des QTE, ça m'a ramené quelques années en arrière, c'est vrai. Mais encore une fois, c'est vraiment des scènes pour la beauté du geste, et finir un chapitre, par exemple, sur un combat de primordial, on a vraiment cette sensation de haut fait, en fait, d'avoir accompli quelque chose de grandiose. Et ça, là-dessus, ça marche. Globalement, sur les combats de primordiaux que j'ai fait, j'en ai fait quelques-uns. Il y en a juste un que j'ai trouvé vraiment très mauvais sur plein de choses différentes, les patterns de l'ennemi, l'environnement et surtout la musique. Ça se demandait s'il a pas été, si ce combat-là a pas été codé, il avait pas été oublié, ils l'ont fait la veille de la sortie. Mais à part celui-ci, tous les autres, je les ai vraiment trouvés excellents. Et encore une fois, les designs des créatures sont toujours très pertinentes et surtout ont tous ce petit quelque chose en fait qui fait la différence. Là où j'ai un petit bémol en revanche, mais c'est également pour les combats traditionnels, c'est que si on perd un combat, ce qui arrive pas tout le temps parce que j'ai trouvé le jeu malgré tout assez simple, quand on perd un combat en fait on revient pas au début du combat, on arrive à un checkpoint dans le combat et on récupère par exemple toutes nos potions ou tous nos sorts pour se régénérer qui amenuisent encore le côté challenge. Je pense qu'une personne qui n'est pas trop calée dans le jeu vidéo, qui a envie de vivre une belle aventure, ne va pas se retrouver frustrée par la difficulté. Et ça c'est dommage parce que ça nuit un peu à l'impact dramatique du combat. Oui, c'est un aspect qui vraiment, encore une fois, on parle beaucoup d'accessibilité, mais là encore, c'est un choix de game design, évidemment c'est assumé par les développeurs. Je suis assez d'accord avec toi, ça enlève une partie de challenge, bien que le jeu est assez facile, mais je trouve pas déséquilibré comme certains peuvent le penser, mais je suis complètement d'accord avec toi, c'est un choix assez particulier, mais encore une fois dans le but de pas exclure certains types de joueurs, donc encore une fois on y verra un intérêt ou pas, sachant qu'en plus il existe un mode plus basé que sur l'histoire, où les combats sont là vraiment faciles, donc je pense qu'ils auraient pu se contenter de ça. On est une période où en ce moment le Souls-like est à la mode, tout le monde essaye de faire son petit Sekiro-like ou son Elden Ring-like, et là se retrouver sur un jeu avec des combats aussi permissifs en fait, c'est bizarre, il y a cette sensation de contre-courant avec l'actualité. On a parlé des combats, on a parlé du lore, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement dans ce jeu, c'est important d'en parler, et oui, c'est un jeu à contre-courant vraiment parce que c'est 80% je pense de zones de couloir. Là où la mode est clairement à l'open world et on en a presque marre des open world tellement qu'il y en a, ou des mondes, ou des zones semi-ouvertes, etc. Enfin là on est à 80% de couloirs, 20% je dirais de zones semi-ouvertes encore, c'est pas des zones très très ouvertes, avec un déplacement un peu à l'ancienne entre ces zones où on va être sur la map monde, la map du jeu, et on va choisir des points de TP pour aller à un endroit X ou Y. Le jeu étant truffé de quêtes annexes, il y en a vraiment plein, je crois qu'il y en a quasiment 80, qui elles aussi
Dans ce qu'on nous demande de faire, c'est souvent aller à un point A, un point B. Donc beaucoup y verront de la redondance et je leur en voudrais pas. Ou encore d'aller chercher une personne qui s'est perdue dans les bois. Enfin, à un moment, on a vraiment l'impression de jouer à Où est Charlie parfois. Mais il y a des bonnes choses quand même dans ces quêtes annexes, je dirais après. Mais sinon, il y a un petit peu de craft, mais c'est anecdotique. Il y a du loot, mais pas beaucoup non plus. Donc ça, c'est plutôt aussi un point fort parce que du loot, parfois, c'est vite gavant. Il en a marre. Mais par contre, ce qui m'a vraiment étonné, c'est qu'il n'y a aucun élément de distraction dans ce jeu, à part l'histoire et les combats. Parce qu'on a l'habitude dans les Final Fantasy d'avoir le Trip Trial, par exemple, de Final Fantasy VIII, qui est un jeu de cartes absolument génial. Pêche, dans Final Fantasy XV, les courses de Chocobo, le Golden Saucer. Les battles de squat. Bah oui, en fait, normalement, dans tous les Final Fantasy, t'as des éléments de distraction. Là, il n'y en a pas du tout. On est encore sur quelque chose de très pragmatique, très, très brut de pomme, sans aucun élément qui va t'écarter de ton chemin. Tu parlais aussi des combats sur lesquels tu pourrais trébucher. Bah finalement, tu trébuches pas vraiment puisqu'on te facilite la vie. Et on est vraiment très en mode couloir, donc tu peux pas trop t'enfuir. Donc ça, c'est quand même déroutant par rapport au standard actuel. Moi, ce qui m'a gêné vraiment dans tout ça, finalement, je suis plutôt habitué au couloir parce que j'aime bien les beat'em up, donc Devil May Cry et Bayonetta, c'est pas des exemples de jeux non plus ouverts. Mais pour prendre un exemple aussi sur Final Fantasy XIII, que j'aime beaucoup, je fais partie de ceux qui adorent. Alors pourtant c'est un jeu à couloir, mais c'était une fuite en avant. Tu retournais rarement dans le même couloir quoi. Que dans Final Fantasy XVI, il y a quand même beaucoup d'allers-retours sur des zones que tu as déjà visitées, donc tu vas faire plusieurs fois les mêmes couloirs. Et ça c'est un peu plus gênant, je trouve, Kira, sur ce côté. Je rejoins totalement là-dessus en fait sur la partie couloir. Surtout moi, ma manière d'appréhender un jeu en fait. J'aime beaucoup me balader, prendre le temps, regarder, observer, enfin vivre l'instant présent. Et c'est vrai que dans beaucoup, on va dire en 50% des cas, certains couloirs sont étriqués, c'est vraiment j'avance tout droit, je tourne à droite, j'avance tout droit, je tourne à droite, un peu comme le ferait un Uncharted par exemple, mais sans le côté spectaculaire d'un Uncharted. Dans Uncharted, il y a toujours ce petit quelque chose, tu vas t'accrocher à une rambarde et bam, ça va se casser, tu vas vouloir te mettre quelque part, bon, le personnage a vraiment une poisse improbable, on va dire, mais il y a toujours quelque chose qui permet de te stimuler, ce qui implique qu'une fois sur deux, on va se retrouver dans quelque chose d'assez monotone et du combat un peu brouillon, ce que je peux comprendre. Certaines personnes disaient que les combats s'éternisaient. Et moi, c'est plus ces petits combats-là, en fait, qui m'ont saoulé, parce que quand j'avançais dans ces fameux couloirs inutiles, bah, j'avais cette sensation de perdre du temps, en fait. Et après, bim, là, j'arrivais dans quelque chose peut-être un autre couloir aussi étroit, mais tout de suite, c'était plus spectaculaire, plus sensationnel, ça avançait l'histoire. Et même au niveau purement graphique, ça va frôler parfois le magnifique et le sublime. Je parle pas de la direction artistique, vraiment aspect graphique. Et des fois, on va se retrouver dans des environnements mais dégueulasses. Et c'est comme si vraiment ils ont voulu en rajouter pour augmenter de la durée de vie, de façon un peu superficielle, mais même eux, ils en étaient conscients. C'est pas foufou, donc ils sont là, ça dure pas longtemps, ça dure 5-10 minutes, mais ils sont là, quoi. Et ça, c'est pour moi un des plus gros points noirs du jeu. C'est ce côté vraiment où tu sais pas quelle sauce tu vas être mangé, où tu t'attends toujours à avoir du grandiose tout le temps, et en fait non, d'un coup ça va être chiant, nul, et après boum, ça devient fantastique. Ouais, c'est la question de rythme en fait, qui est un petit peu portée d'ailleurs par le level design, où on a clairement des zones qui servent de faire valoir aux moments qui sont plus intenses. Si le jeu était 100% intense, en fait, on ressentirait, je pense, plus rien en fait. On serait dans une certaine monotonie et on s'habituerait. Que le jeu, et peut-être que c'est mal dosé, je dis pas que c'est une qualité, mais en tout cas, pour atteindre des sommets en termes de paroxysme et d'intensité, il y a, c'est vrai, ces moments de rythme beaucoup plus lent, beaucoup moins sympa à jouer, qui, à mon sens, servent vraiment, vraiment, vraiment de faire valoir à ces moments qui sont beaucoup plus épiques. Sachant que beaucoup de ces moments un peu longs se passent sur les quêtes annexes aussi, donc au début de ma chronique, quand j'ai commencé à écrire, je disais que une des plus gros points faibles du jeu était aussi les quêtes annexes. J'ai revu un petit peu mon jugement parce que en allant jusqu'au bout des quêtes annexes, il y a quelque chose qui est assez rare dans les jeux, je trouve, Kira, qu'ils ont réussi à faire FF16, et ça tu peux pas t'en rendre compte tant que t'as pas fini, c'est qu'absolument tout, les PNJ principaux évidemment quand même, mais beaucoup de PNJ ont des conclusions, ont vraiment une fin à leur histoire. Tout ce qu'on nous a parlé pendant les quêtes annexes, rendre des services, et petit à petit ça prend de la grandeur en termes de quêtes et d'interaction, ils ont fait une conclusion à tous les personnages. Donc là où je pensais que c'était des quêtes de remplissage, les quêtes annexes, en fait non.
les développeurs et Yoshida avaient vraiment des choses à dire sur ces PNJ et ils les ont emmenés au bout des choses. Simplement, il n'y a pas eu un investissement aussi important en termes financiers, très certainement, et en termes de développement, parce que sinon ça aurait été un jeu, j'imagine, extrêmement coûteux. Mais en tout cas, ils ont fait l'effort d'emmener tous leurs personnages au bout de leur intrigue. Ça, c'est rare et c'est vraiment un point à soulever. Donc je transforme un point faible sur les quêtes annexes en finalement... Voilà, ils ont fait le job, ils ont fait un gros travail là-dessus et il faut quand même leur reconnaître ça parce que c'est assez rare. Là-dessus, je suis d'accord, ça m'a beaucoup fait penser à Mass Effect où même pas mal de conclusions de personnages importants se font de par les quêtes secondaires. C'est-à-dire quelqu'un qui fera que des quêtes principales en fait va passer à côté de beaucoup de choses. Et ça déjà, j'ai commencé à le remarquer sur plein de petites choses, mais c'est bien, c'est que ça laisse aussi le libre choix. Une personne qui est en galère, on va décider de l'ignorer parce que on a plus important à faire. À côté, on a cette sensation que ce personnage vit malgré tout et que c'est peut-être la fin de sa vie. Il attend quoi. C'est ça et aussi ce côté investissement avec les personnages et surtout ce côté émotionnel. Et c'est pour ça que moi ça a marché le fait d'utiliser qu'un seul personnage. Tous les choix qu'il faisait, c'était ses choix. Pas les choix d'un groupe, ses choix à lui, donc mes choix. Après, pour enchaîner, c'est plus la session un peu troll entre guillemets, mais au début j'avais surnommé ma chronique Final Fantasy XVI le MMORPG solo de la saga. C'était pour un petit peu troller justement tous ces événements qu'on a un petit peu dit, de quêtes annexes qui paraissent un peu FedEx parfois, aller à un point B à un point A, aller chercher quelqu'un dans une forêt, enfin des choses qui paraissent un petit peu anecdotiques. J'ai trouvé beaucoup de similitudes quand même entre FF14 et FF16, surtout que je joue encore de nos jours à FF14, mais après c'est pas pour rien, il y a quand même deux dénominateurs communs, il y a Yoshida et ses équipes, il y a Soken à la musique, donc forcément ils ont un background, ils ont passé énormément de temps sur Final Fantasy XIV, mais je retiendrai ce qu'on disait là, des certaines mises en scène de quêtes annexes, d'interactions avec les personnages, où on est juste sur du face-à-face, on les écoute parler, sans forcément d'expression ou de mise en scène particulière. Ça fait très typé MMORPG quand même, et typé Final Fantasy XIV, ou encore ces moments, on l'a dit, très calme, des moments très forts en intensité, des moments un peu longs qui servent de faire valoir à des moments plus forts. C'est aussi typé FF14 où on va parcourir des longs donjons, on va juste taper des mobs pour arriver jusqu'au boss de l'instance qui est le moment fort. En fait, il y a ce découpage, je trouve, vraiment dans FF16 en lien avec FF14. Aussi des petites choses plus anecdotiques, mais le système de combat, enfin le système de chasse, tu verras, tu devras chasser des monstres d'élite à certains moments. Là, j'ai déjà commencé. Ah bah voilà, tu dois être au tout début, je pense, ça apparaît en effet à Dhalmekie. C'est le même tableau de chasse quasiment que FF14, où les éthérites, tu sais, les points sur lesquels on se TP, c'est les mêmes que dans FF14. Et j'en ai parlé aussi de Soken et des musiques. Donc j'ai trouvé vraiment beaucoup de similitudes entre Final Fantasy XIV et Final Fantasy XVI dans la construction, mais évidemment pas dans le reste. C'est pas un jeu multijoueur, c'est pas un jeu où il y a des milliards de sorts et tout. Donc c'est vraiment sur ces aspects-là où je trouve de construction, on sent qu'ils avaient des compétences, les équipes là-dessus, et ils ont misé là-dessus, et c'est presque logique. Peut-être que Yoshida aussi visait indirectement le public d'FF14 pour vendre du FF16, leur parler un petit peu sur des codes qu'ils connaissent, mais en tout cas j'ai trouvé cette similitude assez intéressante et assez, en tout cas pour l'expliquer un peu. Moi c'est quelque chose qui m'a au contraire un peu gonflé, ce côté MMO, mais disons que ce que je tolère dans un MMORPG, j'ai du mal à le tolérer dans une expérience narrative solo AAA, tu vois. Bah oui, c'est normal. Tout bête, mais à chaque fois que tu donnes un objet à une personne, l'objet il est toujours sous l'écran, tu vois. Tu le vois jamais en fait. Tu le vois bouger ses mains comme s'il fouillait dans ses poches, et puis il donne un truc que tu vois pas en fait. Mais oui. Et ça, c'est. T'as raison, c'est frustrant. Ouais, c'est méga frustrant, et ça, moi, ça nuit à mon côté immersif, quoi. À un moment, tu sais, t'as une quête à la con, tu dois ramener des planches de bois, tu vois. Tu vois les planches de bois sur le côté, la taille, c'est au tout début du jeu, c'est pas du spoil, hein, mais tu vois la taille des planches de bois, bon, tu te dis les sorts d'août sont d'herche ou quoi, enfin, tu vois rien, et c'est hyper frustrant, et ça m'a beaucoup embêté. Après, le problème aussi des quêtes secondaires, comme tu dis, elles sont répétitives et simples, mais c'est aussi parce que les environnements sont étriqués, en fait, et assez simples, et tu peux pas avoir des quêtes secondaires comme dans un The Witcher, hyper travaillées, hyper profonde, parce que dans The Witcher, ça reste malgré tout un open world,
et le voyage fait partie de ta quête. Là, le fait que tu te TP, par exemple, de ta base principale, parce qu'on te dit qu'il y a un mec qui a été perdu, tu arrives dans l'environnement, tu vas avancer, tu vas trouver par terre un morceau de linge, hop, tu vas continuer à avancer, et là, boum, tu vois qu'il est attaqué par des loups, tu te bats contre les loups, tu l'as sauvé, quête terminée. C'est typiquement de la quête de MMO, sauf que c'est de la quête de MMO dans un environnement très réduit, encore une fois, et ça, c'est quelque chose qui me frustre énormément dans le jeu. C'est que j'ai pas envie de faire les quêtes secondaires à cause de ça. C'est que je sais que c'est pertinemment que ça va être des quêtes reloues, que au final ça va pas être stimulant derrière, même narrativement parlant en tout cas. Alors tu m'as dit qu'au fur et à mesure du jeu j'allais tomber sur des quêtes. Oui, attention, ouais, à temporiser, parce que vraiment les quêtes secondaires, tu vois, sur la durée elles sont vraiment très bien écrites avec des belles conclusions. Mais par contre ce que tu ressens au début, je l'ai ressenti aussi. Donc c'est, tu vois, je te rejoins sur le début. C'est pour ça qu'avec le temps mon avis a vraiment changé sur cette partie quête annexe. Elles ont un intérêt narratif, mais ça demande un investissement pour le joueur que tout le monde ne fera pas. Ça, et après, pour finir, moi je me TP jamais dans un jeu. J'aime pas ça. Quand je joue à un jeu, en fait, je me TP pas, le chemin fait partie du jeu. C'est peut-être pour ça que les mondes ouverts me gavent aussi, parce que je ne fais pas l'effort de me TP. Là, le fait qu'on t'impose la TP, parce que c'est vraiment le sel du jeu, en fait, on est dans des petites zones, en fait, là, c'est pareil, en fait. Moi, j'ai pas l'impression de faire un voyage de ouf. Même si je vois ma carte, je vois que je vais à l'autre bout de la carte, ça n'empêche que j'ai traversé 2 couloirs de forêt, une mine, et boum, je suis arrivé dans mon lieu d'arrivée. Mais j'ai pas cette notion du temps écoulé, en fait. Il peut aussi bien se passer une journée qu'un mois et demi, tu vois. Et ça, pareil, c'est quelque chose, point RPG, surtout un RPG d'aventure comme ça, qui me bloque. Donc la partie, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, la partie vitrine technique, c'était le dernier point avant la conclusion. Donc souvent les univers Final Fantasy et les jeux Final Fantasy, ils misent beaucoup là-dessus. C'est des jeux qui sont qui ont un lore d'exception, un côté éblouissant, aventure, etc. Et toujours valorisé par la partie technique. Dans les épisodes de... On est depuis FF7. Exact, tout le temps. Même les épisodes, tu vois, 2D, où ils faisaient à chaque fois évoluer les sprites, où ils faisaient de la mise en scène déjà sur les épisodes 2D. On pense aussi qu'il y a une mise en scène qui est folle, avec des sprites, enfin des personnages très très variés, avec plein d'expressions différentes. Le 7 avec l'arrivée de la 3D, 8, 9, 10 où ils ont fait des cinématiques complètement folles. Le 13 qui est encore très très beau aujourd'hui avec ses cinématiques en CGI, enfin en images de synthèse. Et le 12 et le 16 font un petit peu preuve d'exception, je trouve. Le 16 compris du coup, parce qu'il n'y a pas cette opulence technique, il n'y a pas du tout d'image de synthèse, enfin de CGI, c'est qu'avec le moteur du jeu. Donc c'est assez sobre quand même dans la partie technique, graphique et dans la réalisation du coup, sauf évidemment là on est complètement dans l'opulence avec les combats de primordiaux, mais qui représentent qu'un petit parti du jeu, mais sinon on est vraiment tout le temps tout en sobriété. Tout ce qui se passe c'est voilà, avec le moteur du jeu comme je le dis, mais la partie technique c'est pas que les graphismes. Il est à soulever moi j'ai rencontré aucun bug, pourtant je suis à ma deuxième partie, j'ai quasiment fini le jeu une deuxième fois, j'ai eu aucun bug. Pas de temps de chargement, donc c'est complètement bluffant et je préfère presque ça, un jeu un tout petit peu moins tape à l'œil mais qui a aucun temps de chargement. J'ai pas eu de ralentissement non plus du tout, je joue par contre exclusivement en performance. Donc peut-être que certains en ont eu en mode plus graphisme. Et aussi sur la partie technique, dédoublage, le jeu est entièrement doublé avec un dédoublage de qualité je trouve, et une bande son, je l'ai dit, moi je la trouve absolument sublime cette bande son. Donc la partie technique, je dirais pour ma part que c'est un sans faute. Tu parlais d'environnement qui était un peu moins joli. Moi ça m'a vraiment pas choqué parce qu'ils ont un côté très réaliste, donc qui est très réaliste et assez constant dans la partie graphique. Donc pour moi c'est un sans faute sur cette partie technique. Pour la partie technique, moi alors j'ai joué en mode résolution. Au tout début, donc Day One, j'ai dû attendre un patch parce que j'avais un effet de flou un peu dégueulasse quand je bougeais ma caméra autour du personnage. Ah, c'est le flou cinétique, ouais, qui est là sur les deux modes, qui est désactivé. D'accord, du coup c'est ça. Depuis que je l'ai désactivé, c'est vraiment vraiment plus joli. J'ai jamais eu de chute de framerate également. Ça a toujours été très fluide et très propre. Alors moi c'est capé en 30 fps, mais j'ai vraiment pas eu de problème de ce côté-là. Je te rejoins dans le sens où c'est pas du tout une vitrine technologique. Voire même quand on voit les ambitions démesurées qu'avait eu Final Fantasy XV, en fait, ce Final Fantasy XVI, on sent qu'ils se sont davantage recentrés, donc budget plus serré, des ambitions, on va dire, plus réalistes. Ils n'ont pas essayé de tout faire, ils ont essayé de faire certaines choses, mais ils les ont bien fait. Après, oui, il y a des passages que j'ai trouvé vraiment très vilains. Je te rejoins dans le sens où ça fait du bien d'avoir un jeu qui se retrouve avec une vraie finition, qui est jouable, qui est stable, où il n'y a pas besoin d'avoir
avoir un patch de 30 Go à la sortie ou 50 patchs différents. Une personne qui n'a pas de connexion internet, qui va mettre son Final Fantasy dans la console, il va pouvoir jouer sans problème. Et ça, c'est assez rare pour le souligner. Ouais, je l'avais écrit, c'est vraiment la technique que je trouve qui est respectueuse du joueur. C'est complètement fiable, il n'y a pas de bug, il n'y a rien, c'est propre, c'est techniquement, encore une fois, très bien comme je l'ai dit, et dans l'intérêt du joueur et in fine du consommateur, donc c'est vraiment, il est très respectueux, j'ai trouvé en termes de technique. Et du coup, j'ai acheté FF7 Remake, que je vais essayer, mais l'autre jour, j'ai un ami qui venait à la maison, qui hésitait à s'acheter une PlayStation, bon du coup il s'en a acheté une, coucou nounours, et il se trouve qu'on a essayé Final Fantasy VII ensemble, puis Final Fantasy XVI. Mais j'ai trouvé Final Fantasy VII Remake plus joli, sans parler de la DualSense qui est pour moi pas utilisée à sa juste valeur. C'est vrai que je dis toujours que la DualSense c'est un gadget en fait, les vibrations, voilà, les gâchettes haptiques j'aime beaucoup. Enfin, du moins le retour de force sur les gâchettes. Mais j'ai toujours trouvé que cette manette était un peu un gadget, et là, elle est très peu utilisée au final. Il y a de temps en temps la gâchette qui se durcit quand on ouvre une porte, des fois on a un peu de son qui sort de la manette. Les vibrations, bon, c'est comme s'ils étaient aux abonnés absents. Donc là-dessus aussi, je trouve que c'est dommage, parce que pour une exclue, c'est un peu timide. Tout à fait, c'est vrai. Il n'y a pas à dire, c'est un peu sous-exploité cette partie-là, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu peux du coup conclure en 2 mots ta partie avant que j'attaque moi ma conclusion ? Qu'en as-tu pensé ? Là, un tiers du coup du jeu, mais comment peux-tu conclure ? Je vais conclure ma partie en te posant une question. C'est est-ce que pour toi, Final Fantasy XVI est le GOTY de 2023 ? Pourquoi je te pose cette question ? Parce que pour l'instant, donc, tu dis que je suis au tiers. Alors après, quand je regarde, c'est écrit 50% d'état d'avancement sur ma console. Non. Si t'arrives en Dalmeki, t'as fait, je pense... 25% de l'histoire, 30% peut-être. Pour l'instant, en fait, pour moi, j'ai pas cet effet waouh. Même si c'est passionnant à jouer, dans 90% des cas, même si c'est des choses que je suis content de voir et que par moments certains twists fonctionnent, j'ai pas l'impression, en tout cas j'attends de voir la fin, parce que avant de me prononcer il faut toujours que j'ai fini un jeu, je vais pas faire un test total, je le fais seulement quand j'ai terminé les jeux. Là j'ai vraiment cette impression que ce jeu pour moi ne sera pas un GOTY, donc sauf un gros sursaut en cours de partie, mais pour l'instant en fait les quelques points noirs que j'ai cités sont très problématiques dans ma façon d'appréhender le jeu et dans ma façon de jouer au jeu, et je comprends encore une fois que le jeu soit clivant entre les fans de Final Fantasy, les vieux de la vieille, qui espéraient retrouver le souffle épique d'antan, peuvent être déçus car on se retrouve avec un gameplay beaucoup plus nerveux, moins typé aventure mais plus typé action. Et d'un côté, ceux qui adorent aussi le côté très japonisant des Final Fantasy vont pas retrouver cette sensation également. Donc c'est vraiment un jeu qui peut, on va dire pas défrayer la chronique, mais qui peut totalement créer des ruptures entre les joueurs. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'avantage d'une saga comme Final Fantasy, c'est que tous les jeux se renouvellent, comme on le disait, lore différent, gameplay qui change, et qui de mieux qu'un Final Fantasy pour faire ça en fait. Donc pour moi, ça reste un vrai Final Fantasy, différent oui, mais c'est la proposition de chaque Final Fantasy, c'est d'avoir quelque chose de différent. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu tiraillé pour l'instant. Donc pour l'instant, c'est un très bon jeu. Pour moi, c'est un excellent jeu, je prends beaucoup de plaisir à y jouer, mais c'est pas la claque annoncée en fait. Alors peut-être que j'étais trop hypé, mais pour l'instant je suis pas sur cette claque incroyable. Et pour ma conclusion, tout autre, j'avoue, mais après j'ai une perception beaucoup plus large et étendue du jeu, comme voilà, exactement, c'est un petit peu différent, et peut-être que ton avis ne changera pas même en finissant le jeu, c'est tout à fait possible, mais moi, en fait j'ai rédigé pour ma conclusion une petite lettre d'amour pour le jeu, mais comme toute histoire d'amour Kira, il y a des hauts et il y a des débats. Petit jeu de mots, parce que tu as raison, c'est un jeu qui est extrêmement clivant, mais clivant en même temps, les joueurs n'ont pas besoin de ça souvent pour s'écharper, mais c'est vrai qu'en tout cas il y aura souvent des personnes pas d'accord, je pense, donc on l'a vu, le jeu pêche et trébuche, c'est vrai, sur pas mal de petits aspects, selon les gens évidemment, mais à chaque fois je trouve qu'il a réussi à raviver la flamme avec des moments vraiment de passion, le scénario, les personnages, les instants de mise en scène assez fabuleux quand même, et moi j'ai un attachement tout particulier pour les personnages, je l'ai souvent dit dans cette chronique, FF16 a vraiment fait le choix de l'accessibilité, donc est-ce qu'il sera un GOTY ? Je ne pense pas, mais je pense qu'il a jamais eu
la prétention ou la volonté même de l'être. C'est plutôt un jeu qui a voulu se rendre accessible à tous, un jeu qui s'est voulu, simple, brut de décoffrage, brut de pomme, mais parfois un peu trop. C'est là où le jeu peut-être s'est un petit peu perdu, c'est qu'il a à ne jamais vouloir trop en faire. Souvent on n'en fait pas assez, mais quand même la proposition, on va retenir, je pense, une fois l'aventure terminée, on oubliera très très vite les défauts. Moi je m'en suis rappelé en les écrivant, c'est vrai, mais c'est pour moi la marque d'un grand jeu que de faire résonner une fois le jeu terminé tous les moments forts, les personnages, l'histoire, la mise en scène, et ça c'est pour moi, c'est la marque vraiment, comme j'ai dit, d'un très grand jeu. Donc aucune histoire d'amour de toute façon n'est parfaite. FF16 est bourré d'imperfections, mais en même temps de générosité, et elle est vraiment palpable dans l'écriture, dans les personnages secondaires. Donc c'est finalement un diamant un petit peu brut, donc une jolie pierre, une belle pierre précieuse, mais qui aurait mérité, c'est vrai, d'être un petit peu affinée. Mais ça reste pour moi quand même vraiment un gros coup de foudre, un gros coup de cœur. Donc je dis oui à Final Fantasy pour le meilleur, et vous l'aurez compris aussi un petit peu pour le pire, parce qu'il y en a, mais j'en retiens en tout cas que le positif. C'était pour moi un très 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 grand jeu, une très belle aventure. Ainsi se conclut ce grand test beaucoup plus long qu'à l'accoutumée de Final Fantasy XVI. Oui, et plus long que prévu aussi. Plus long que prévu. Après, c'est vrai qu'on était à deux dessus, donc on a vraiment détaillé davantage le concept. Si jamais ce nouveau format vous plaît davantage, n'hésitez pas à nous en faire part. On peut peut-être encore se cadrer sur d'autres grosses sorties, à s'arranger pour faire les jeux en même temps et faire des épisodes spéciaux là-dessus. Donc surtout, n'hésitez pas. Bien sûr. Avant d'attaquer le sujet hors sujet, quand même, on va passer au comptoir des auditeurs. Est-ce que je te laisse le mot, tiens, vas-y, je te laisse parler. Alors oui, on a eu pas mal de retours cette semaine de nos auditeurs, donc merci d'avoir d'ailleurs beaucoup apprécié, ils l'ont dit. J'ai eu pas mal de retours sur toute la partie qu'on avait fait sur l'accessibilité, mais là plus des personnes en situation de handicap avec la PlayStation Access dont on avait parlé, ou l'adaptative controller côté Microsoft. Ton test aussi d'Hercule Poirot qui avait pas mal amusé, parce qu'on teste des jeux que c'est vrai que personne ne teste. Donc merci à ces auditeurs qui nous ont contactés. Et on a eu, je crois, un 5 étoiles encore sur l'application de podcast. Tu peux faire honneur à cet auditeur qui nous a gratifié de cette belle note. Oui, tout à fait. Donc on remercie So101101. Donc si c'est ta date de naissance, je me sens très vieux, mais en tout cas merci beaucoup de nous suivre avec un super commentaire. Donc 5 étoiles. J'adore ce que vous faites, vos podcasts sont au top, donc merci beaucoup. On fait ça avec passion et c'est ce genre de retour qu'on apprécie et qui nous donne envie de continuer en tout cas. Et bien sûr, contactez-nous sur les réseaux, sur les applications de podcast pour mettre des étoiles si vous le souhaitez. Et en tout cas, on partage vos news, vos commentaires, donc cette section du podcast est faite pour vous, donc voilà, n'hésitez pas. Pour finir l'émission, qui est déjà bien longue, mais on va quand même finir sur une petite note sucrée, il y a quand même un sujet hors sujet qui est Kingslave Final Fantasy XV. Et oui. Donc je vais m'y coller. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup apprécié ce film et je vais vous dire pourquoi dans plusieurs étapes. Donc déjà, pour commencer, on va faire un petit rappel de ce qu'est Final Fantasy XV. Au début, le jeu devait faire partie de la compilation, tu sais, le fameux Fabula Nova Crystallis. Oui, donc c'était lancé par le 13. Voilà, c'est ça, lancé par le 13, suivi de Final Fantasy Type 0, et celui-ci devait être Final Fantasy Versus 13. Donc toutefois, après un development hell, comme on dit dans le milieu, son récit est devenu une histoire originale et n'entretient donc aucun lien avec les autres titres de la série des 13. Il est développé par une équipe de créateurs menée sous la direction de Tetsuya Nomura, ensuite Hajime Tabata, donc ça va, je pense que j'ai géré la prononciation là. Franchement beau gosse. Voilà. Et donc nous propose une histoire orientée vers un réalisme et à destination d'une audience plus adulte. Donc déjà, même avant la sortie de Final Fantasy XVI, ils avaient déjà pour vocation de faire quelque chose de plus orienté adulte. Donc c'est vrai que quand on lançait le jeu Final Fantasy XVI, c'était écrit une histoire pour les nouveaux venus et pour les anciens, donc je ne sais plus trop dans quel sens. Mais c'était un peu le problème en fait de ce projet démesuré, c'est qu'à vouloir trop en faire, ils en ont trop fait. À commencer par la cinématique d'introduction, qui est devenue un film à part entière, et qui est ce fameux
Kingslave Final Fantasy XV. Donc c'est un film d'action SF en images de synthèse, bien sûr, réalisé par Takeshi Nozue et distribué en 2016. Donc c'était en parallèle du jeu vidéo Final Fantasy XV, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que Takeshi Nozue avait au préalable co-réalisé Final Fantasy VII Advent Children. Tu sais, le film tiré de Final Fantasy VII. Donc c'est quelqu'un qui était déjà rodé à l'exercice. Oui, tout à fait. Le film étant produit par Hajime Tabata, il constitue donc cette fameuse introduction pour Final Fantasy XV, mais il se passe également pendant. Donc c'est un film qui ne se suffit pas vraiment à lui-même, car on comprend quand on le regarde qu'il y a un lore énorme en fait. On va avoir un seul point de vue, mais en fait le but aussi c'est de nous donner envie d'y jouer pour comprendre ce qui s'est passé derrière. Au niveau du synopsis, donc Kingslave se passe dans le monde d'Eos, qui ressemble à la Terre, en parallèle des événements de l'ouverture de Final Fantasy XV, donc comme je l'indiquais tout à l'heure. Eos est divisé en multiples nations qui détenaient autrefois des cristaux magiques. À présent, le royaume de Lucis, en fait, est la seule nation à posséder un cristal. De là, la dynastie de Calum, je sais plus comment ça se prononce, une société régente qui utilise pour se défendre des envahisseurs un mur magique, comme une cité dôme, comme on avait dans le film Final Fantasy VII, les créatures de l'esprit, tu vois. Oui, sauf que là-bas c'était un dôme technologique, là on est plus sur un dôme magique. Le cristal traditionnellement considéré comme un cadeau des divinités est gardé dans une chambre spéciale à l'intérieur de la fameuse citadelle royale, gardée derrière une armée, il y a carrément toute une armée autour de ce cristal, qui est le plus gros joyau de cet univers en fait. Alors, c'est là qu'on retrouve la patte Final Fantasy, parce que les cristaux dans Final Fantasy, c'est quand même une sacrée histoire d'amour. Sont centraux. Tout à fait. Et de là, on a l'anneau des Lucis, en fait. Donc, c'est un anneau qui est transmis de génération en génération au roi de la lignée des Lucis, en fait. Et cet anneau, qui est lié au cristal, en fait, donne des pouvoirs plus ou moins spectaculaires. Donc j'ai essayé de faire un synopsis assez simple, parce qu'encore une fois, c'est très dense, et donc derrière, j'ai pas vraiment envie de spoiler. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que depuis quelques années, en fait, un autre empire militaire, techniquement avancé, donc là on est vraiment dans la technologie, qui a conquis les autres nations et est actuellement en guerre contre Lucis. Car dans cette guerre, qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est récupérer ce fameux cristal. Les Kingslave, une unité d'élite qui manie le pouvoir magique de la famille royale et qui est constituée d'immigrants venant de l'extérieur de la ville, vont devoir se battre pour protéger le fameux trésor. Le film commence donc avec le roi Régis. Bon, c'est pas trop la classe dit comme ça, mais voilà, le roi Régis, qui accepte les conditions d'une paix avec cette fameuse cité guerrière qui les affronte. Et les termes de cette paix, c'est tout simplement un mariage entre son prince, son fils du moins, le prince Noctis, et Luna Freya, en fait, donc la princesse de l'autre nation. Donc on est dans une histoire un peu à la Roméo et Juliette. Nous sommes sur un film qui a extrêmement bien vieilli. C'est un film qui a quand même quasiment 10 ans maintenant, et l'un des points forts indéniables réside dans sa direction artistique, bien sûr, et dans sa technique. Les décors sont magnifiquement réalisés avec des détails minutieux et des effets spéciaux encore très propres, et vraiment qui tiennent la route. On sent qu'il y a eu du blé quand même. Chaque image du film est très esthétique, très stylisé, mais surtout très riche en fait. Et ça c'est vraiment le gros point fort de ce film. Toutes les séquences d'action sont un véritable régal pour les yeux. Les combats sont chorégraphiés avec brio, mêlant habilement magie, acrobatie, compétences martiales. Chaque affrontement est dynamique et surtout avec une musique toujours parfaitement accordée. C'est rapide et intense, offrant une véritable montée d'adrénaline au spectateur. J'aime beaucoup l'univers de Final Fantasy XV. Nous sommes sur un monde d'heroic fantasy qui a évolué jusqu'à notre époque. Donc d'un coup, on peut y croiser des chevaliers en armure et des personnages en costard. Donc ce qui crée un contraste assez frappant, mais du coup, ce qui crée une vraie richesse dans le lore. Comme dans beaucoup de jeux typés Final Fantasy, il y a beaucoup de fanservice. On va retrouver de la chimère emblématique, des cristaux magiques, des paysages fantastiques. L'attention portée aux détails de l'univers donne vie à un monde riche et captivant, transportant les spectateurs vers une aventure épique. Et ça, c'est ce qu'on recherche dans un Final Fantasy. Le film souffre malgré tout d'un rythme assez inégal. Certaines scènes sont trop longues et lentes, tandis que d'autres peuvent sembler précipitées et maladroites. Là, on sent vraiment le côté
côté cinématique de jeux vidéo. Je pense qu'au départ, ce film devait vraiment être une cinématique de jeux vidéo, et c'est un moment dans le développement, ils se sont dit, on va en faire un film à part entière, comme ça on va faire de la communication dessus, et ça va marcher. Il faut savoir, c'est que le film est sorti au cinéma au Japon, mais pas chez nous. Et au cinéma au Japon, il a cartonné en fait. Donc je pense que c'est ce qui a aidé à vendre confortablement le jeu. C'est pour moi un prologue au jeu vidéo, même si l'intrigue est entremêlée. On a quand même 2 heures de background, tout en racontant une histoire intéressante, qui se suffit, oui et non, en lui-même. En fait, ça approfondit beaucoup de personnages clés, ça offre une expérience enrichissante pour un univers complexe, mais on a un peu cette impression qu'il se passe quelque chose de plus grand à côté. Et ça peut être frustrant pour les gens qui ne connaissent pas le jeu à proprement parler. Alors, le scénario est peut-être un poil complexe et difficile à suivre par moment, c'est par rapport aux fameuses différentes factions qui s'attaquent. Les intrigues politiques, les références aux événements du jeu vidéo peuvent rendre l'histoire assez confuse par moment, et c'est dans ces moments-là que j'aimerais bien avoir la fameuse encyclopédie de Final Fantasy XVI. Certains protagonistes peuvent manquer de profondeur et de motivation, ce qui les rend quand même moins attachants, à mon sens. Après, c'est aussi le problème qu'on a avec ce type de proposition. Quand on est dans un univers étendu avec des personnages qui ne sont pas dans le jeu vidéo, en fait, on va se retrouver avec des archétypes de personnages. Et c'est ce qu'on va retrouver globalement dans le jeu. Dans le jeu, tu vois, je fais même l'erreur, dans le film. Et même si plusieurs personnages restent malgré tout intéressants, on va quand même être sur le cliché du gros bourrin, du mec qui rigole, de la femme forte, enfin, le classique, quoi, en tout cas. La musique est l'un des aspects les plus forts du film. Donc c'est composé par John R. Graham et Yoko Shimomura. Là, j'ai encore réussi. C'est une partition musicale qui crée une atmosphère épique et immersive, ajoutant une dimension supplémentaire donc à l'expérience visuelle. C'est le but de la musique, tu me diras. Mais là où c'est bien, c'est qu'en fait c'est un mélange habile de thèmes orchestraux grandioses avec des éléments électroniques modernes. Donc on va se retrouver avec un enchaînement de cordes et d'un coup de la musique électrique, voire les deux mélangés, ce qui crée à la fois une ambiance fantastique et contemporaine. Et petite cerise sur le McDo, les reprises de certaines musiques emblématiques de la franchise. Donc ces clins d'œil musicaux ajoutent une touche de nostalgie et de familiarité, renforçant le lien entre le film et l'univers plus large de Final Fantasy. Les compositions capturent parfaitement l'esprit de l'univers Final Fantasy, encore une fois, et renforcent les moments d'action, de suspense et d'émotion. En résumé, pour moi, Kingslave est un film qui brille par ses visuels à couper le souffle, ses séquences d'action captivantes et son immersion dans un univers de fantasy accrocheur, bien qu'il puisse quand même présenter plusieurs faiblesses au niveau de l'intrigue et de la narration. Il reste une expérience visuelle et divertissante essentielle si vous voulez faire Final Fantasy XV. C'est vrai que si vous voulez pas faire Final Fantasy XV, ça sert à rien de regarder le film concrètement, mais à côté, si vous jouez à Final Fantasy XV sans avoir vu le film, c'est quand même se couper d'une grosse partie de l'univers. Dommage. Ah oui, carrément. Pour finir, moi, Final Fantasy XV, c'est un de mes Final Fantasy préférés, parce que j'ai vraiment adoré cet univers, et j'ai trouvé tous ces personnages très attachants, et je pense que le film y est pour beaucoup, car si j'avais pas eu cette porte d'entrée aussi grandiose dans l'univers de Final Fantasy XV, je pense que je me serais pas autant attaché aux personnages. Ouais, c'est vraiment, pour moi, ils ont réussi... Ils ont marqué un grand coup Square Enix avec ce film que j'ai trouvé très juste. Pour un film qui se veut un préquel ou en tout cas une mise en bouche à l'univers de Final Fantasy XV, j'ai trouvé que c'était bien dosé, assez subtil, très très beau, comme tu l'as dit. Je trouve qu'il a encore super bien vieilli et les musiques sont en effet somptueuses. Tu l'as dit, c'est peut-être un des éléments qui m'a le plus marqué dans ce film. Donc ouais, je trouve que Square Enix ont vraiment marqué un gros coup avec ça. J'avoue que j'espérais du coup qu'ils fassent un peu pareil avec Final Fantasy XVI, surtout que le lore s'y prête. Ah bah oui, ça s'y prête grave. J'ai commencé par Kingslave avant de faire Final Fantasy XV et c'est ce film qui a contribué vraiment à me donner envie de me lancer dans l'aventure, parce que là du coup j'étais un peu moins attiré par le lore contrairement à Final Fantasy XVI sur le 15, mais c'est vrai que le film a vraiment contribué, donc c'est vraiment bien joué de la part de Square Enix et c'est le genre d'œuvre cross-média qu'on apprécie parce qu'elles se valorisent l'une à l'autre. Elles sont quand même interdépendantes, je trouve. Le film en lui-même, ça le fait bien quand même si en effet tu as raison. C'est dommage de pas enchaîner avec le jeu après. Mais vraiment joli coup de la part de Square Enix. C'était vraiment très très cool.
Comme toi, j'ai beaucoup apprécié. Après, en plus, le film va retrouver une structure en fait très proche du jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est on va dire un buddy movie, c'est 4 potes qui doivent aller d'un point A à un point B en fait pour le mariage du prince. Et il se trouve que sur leur route, il va leur arriver des péripéties. Dans Kingslave, c'est pareil, on va retrouver 4 potes qui vont se retrouver à un moment donné à vivre à certaines péripéties. Et on se retrouve dans une ambiance très proche du jeu vidéo. C'est structuré de la même manière avec des personnages différents, mais au final ça contribue aussi au récit en fait comme des patterns qui se répètent, et ça le côté inéluctable de la situation en fait s'en retrouve grandi, tu vois. Et c'est ce qui m'a plu dans ce film, c'est que malgré le côté manichéen des personnages, on est quand même très attaché à eux, et puis on connaît tous plus ou moins des gens un peu caricaturaux, hein. Donc au final, bon, ça gêne pas. Non, surtout de nos jours. Mais et petit fun fact, c'est toi qui m'avais offert le Blu-ray, hein. C'est grâce à toi le Blu-ray. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ainsi se termine cet épisode spécial Final Fantasy. Je te laisse le mot de la fin. Écoutez, un grand merci à nos chers auditeurs d'être restés jusqu'à la fin, je l'espère, parce que c'est vrai que c'est un format un petit peu plus long que d'habitude. Mais en tout cas, comme d'habitude, on a pris énormément de plaisir à échanger avec vous. On prépare encore pour cet été des petits épisodes spéciaux qui seront pas dédiés à une saga, mais on travaille sur des petits pour changer un peu de d'habitude pour l'été. Mais vous nous retrouvez à partir de la semaine prochaine sur un épisode classique où je crois qu'Ira, tu sais pas trop quel test encore tu vas faire. T'en as plein en vue et tu te cherches encore un petit peu sur le jeu que tu vas présenter. En fait, j'ai envie de faire du rétro gaming. Je joue c'est pour ça que j'en ai pas parlé dans ce que je fais dans la semaine, mais je joue à quelques jeux plus ou moins rétro. Alors quand je dis rétro gaming, c'est des jeux qui ont plus de 10 ans, hein, 10-15 ans. Et du coup, j'ai envie de parler d'un de ces jeux-là. Donc j'ai commencé à prendre des notes sur plusieurs jeux, et je pense que ça va être mon test de la semaine prochaine. Écoute, c'est du très joli teasing. T'en dis pas trop assez pour donner envie, parce que le rétro gaming, franchement, on adore ça. Enfin, j'espère que vous aussi, chers auditeurs. Et en attendant, écoutez, on vous souhaite une bonne semaine et on se dit à très vite. À la semaine prochaine. Bon courage pour tout ce que vous allez faire. Si vous êtes en vacances, profitez bien, buvez un cocktail à notre santé, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Ciao.